Le commandant de l'armée de mercenaires la plus brutale et sanguinaire de Tvacan avait adressé une lettre à la princesse de Nok. Dans cette lettre, il proposait un mariage contractuel, censé être avantageux pour les deux parties. 2 semaines s'étaient écoulées sans la moindre réponse. La princesse de Nok, Lyanna Arsak, relisait sans cesse la demande, incapable de trancher. Ses conseillers, inquiets de son silence, murmuraient entre eux que le commandant était un sauvage et que son peuple ignorait le sens de l'honneur. Ses plus proches aides ne parvenaient pas à comprendre l'audace de cet homme, capable de formuler une telle proposition alors qu'elle était déjà fiancée. Troublée, la princesse consulta les officiers de la cour, leur demandant ce qu'ils feraient si elle refusait. Tous savaient que leur domaine n'avait plus la force de résister. Le commandant affirmait pourtant qu'Arsak pouvait encore se battre et se disait prêt à mourir pour sa dame. Lyanna rappela à Sir Worose que l'armée de Tvacan assiégeait le château depuis 1 mois, coupant toutes les routes de ravitaillement. Avec amertume, elle évoqua la pénurie grandissante. Après 2 semaines, les réserves de nourriture et d'eau touchaient à leur fin. Le peuple était à bout, les soldats avaient perdu foi en la victoire. Les assiégeants, mercenaires impitoyables, incarnaient la cruauté la plus absolue. Leur résister équivalait à une mission sans retour. Même le Kess, le plus puissant royaume du continent, avait dû capituler et signer un traité humiliant. Pour Tvacan, le siège du petit royaume de Nok, déjà à moitié en ruine, n'était qu'un divertissement. Lyanna comprit que toute résistance serait vaine. Le temps jouait contre eux, la famine se rapprochait. Elle annonça alors qu'elle acceptait l'offre du commandant. Ses conseillers furent frappés de stupeur et de colère. Ils la jugèrent téméraire, inconsciente du monstre auquel elle venait de lier son destin. Elle répondit qu'elle connaissait suffisamment les rumeurs qui entouraient cet homme. Certaines étaient terrifiantes. On disait qu'il préférait les hommes aux femmes, et que celle qui avait partagé son lit n'avait pas survécu à sa brutalité. Sir Worose, horrifiée, tenta de la dissuader, mais Lyanna resta lucide. Elle considérait improbable qu'un homme aux intentions meurtrières formule une demande officielle. Selon elle, le commandant ne voulait pas sa mort. Worose rappela à la princesse le souvenir de leur felté, parti chercher de l'aide au royaume de Shark. Il était son véritable amour, l'homme qu'elle chérissait plus que sa propre vie. Elle se souvint qu'il avait promis de revenir en 10 jours, mais ce délai était depuis longtemps dépassé. La famille Felté demeurait silencieuse, observant de loin, sans agir. Worose rappela que cette famille était la plus influente de Nok et qu'on ne pouvait rompre un tel lien à la légère. Lyanna mit fin à la discussion. Il n'avait plus le luxe d'attendre. En tant qu'héritière d'Arsak, elle devait payer le prix nécessaire pour sauver son peuple. 1 heure plus tard, une tente de pourparlers fut dressée près des murs du château. Le siège du général mercenaire demeurait vide. Worose, livide, réprima sa colère. Le retard du commandant montrait, selon lui, le mépris des mercenaires pour les convenances. Lyanna déclara que ce contretemps lui permettait de se préparer mentalement. Lord Tvacan, commandant de l'armée la plus redoutable du continent, était né de l'union d'un dieu de la guerre et d'une mortelle séduite par la puissance divine. Les légendes racontaient que le dieu de la mort, jaloux, avait maudit l'enfant pour que la terre rejette sa chair, le condamnant à une existence de combat sans fin. Lyanna, consciente de sa réputation, décida de ne rien laisser paraître de sa peur. Soudain, Sir Worose perçut le hennissement des chevaux et le choc des épées. Il pensa que leur felté revenait avec des renforts et que la bataille venait de s'engager. Lyanna sentit un soulagement profond l'envahir à l'idée d'être sauvée. Son conseiller partagea cette lueur d'espoir et insista pour qu'il trouve refuge, le temps d'évaluer la situation. Ils quittèrent la tente précipitamment. Alors qu'ils atteignaient la sortie, un homme entra brusquement, inondant la tente de lumière. Il s'excusa pour son retard. La princesse fut saisie par son apparence. Son corps massif, ses épaules larges, la lueur de sang séché sur sa peau, tout en lui respirait la guerre. Elle comprit qu'il était bien le fils du dieu de la guerre. Malgré la rudesse de ses traits, une étrange force émanait de lui, presque séduisante. Il expliqua qu'il avait dû régler une urgence, puis invita la princesse à s'asseoir. Worose la supplia du regard de ne pas se laisser troubler. Lyanna salua Lord Tvacan avec politesse et demanda la raison de son retard. Il répondit qu'une embuscade ennemie l'avait retenu. Elle comprit alors que les renforts avaient effectivement tenté une attaque, mais n'en laissa rien paraître. Elle proposa de reporter la rencontre, estimant que d'autres affaires réclamaient son attention. Le commandant refusa.
Tout, dit-il, était déjà réglé. À son signal, un assistant apporta un objet recouvert d'un tissu sombre. Lorsqu'il le posa sur la table, Liana reconnut la lame ensanglantée de leur pelleté. Un poids lourd s'abattit sur sa poitrine. L'homme qu'elle aimait était mort. Le commandant affirma que cette épée représentait la preuve qu'il avait réglé toutes ses affaires. Il demanda la réponse de la princesse. Tremblante, Liana tenta de retrouver sa contenance. Elle rappela au seigneur qu'il n'était pas convenable de se présenter à une demande en mariage avec une arme encore maculée de sang. Lord Vacan reçut ces mots sans colère et lança l'épée au sol avec une force telle qu'elle s'y enfonça à mi-lame. Il expliqua qu'il n'avait voulu offenser personne, mais seulement montrer que tout obstacle à cette union avait disparu. Liana comprit qu'elle l'avait sous-estimé. Cet homme ne cherchait pas une épouse, mais un royaume. Il chassait sa proie avec patience, prêt à la dévorer. Elle sut qu'elle devait échapper à ce piège sans déclencher de guerre. Avec un calme calculé, elle inventa un mensonge. Elle affirma qu'elle portait l'enfant de son amant défunt. Ouros, étonné par cette annonce, il décida de garder son calme. Mais Liana maintint son regard, affirmant que cet enfant serait l'héritier du trône de Nok. Le prochain souverain ne porterait pas le sang des Tvacans. Elle fit comprendre au commandant que le prix de son ambition venait d'augmenter. Lord Tvacan la fixa longuement, puis répondit d'une voix grave. S'il reconnaissait l'enfant comme héritier légitime, consentirait-elle à l'épouser? Liana resta immobile, frappée par sa réponse. Le seigneur ajouta que désormais, ils lui appartiendraient tous deux. Le silence qui suivit pesa comme une promesse. Le seigneur Tvacan proposa de raccompagner la princesse, puis lui tendit la main pour l'aider à monter sur son cheval. Elle répondit qu'elle n'était pas habituée à de tels gestes et refusa poliment son aide. Il affirma qu'il veillerait à ce que cela change désormais. La confiance tranquille qu'il dégageait attira une légère approbation de sa part, et elle finit par lui tendre la main. Le seigneur la remercia de ce signe de confiance et suggéra qu'ils laissent leur lien se développer naturellement. En saisissant sa main, il remarqua une fine coupure sur sa paume, mais n'y prêta pas attention. Leur échange se conclut par un baiser long et brûlant sur sa main, empreint d'un feu possessif. Lorsque Liana s'éloigna, l'adjoint du commandant explosa, reprochant au seigneur d'avoir accepté d'épouser une princesse enceinte. Il rappela que leur objectif avait toujours été d'éviter un bain de sang et de s'emparer de Nok, mais que le prix paraissait désormais trop élevé. Le seigneur approuva. Contrôler Nok restait son objectif premier. Son adjoint, surpris, insista sur l'idée qu'il devrait se retirer de cet accord. Un enfant illégitime risquait de semer le chaos. Le lord Tvacan le coupa sèchement. Avoir la reine était désormais essentiel. L'adjoint demeura stupéfait par ce changement de ton, se rappelant combien son seigneur s'était toujours montré distant envers les femmes. Les rumeurs à son sujet s'étaient répandues dans tout le royaume. Le lord Tvacan déclara qu'il ne voulait pas forcer sa majesté à l'aimer, surtout si son cœur appartenait déjà à un autre. L'enfant à naître ne représentait pas, selon lui, une cause pour laquelle il donnerait sa vie. L'adjoint esquissa un rire amer, insinuant que cette soudaine assurance trahissait un sentiment plus profond, peut-être ancien. Le lord Tvacan répondit qu'il ne faisait que réclamer ce qui lui revenait de droit. Son adjoint demeura confus, incapable de saisir le sens exact de ses paroles. Il supposa qu'il parlait du trône de Nok et chercha à comprendre quel secret se cachait derrière cette attitude. Le seigneur Tvacan l'interrompit sèchement, lui ordonnant de ne pas s'immiscer dans des affaires qui ne le concernaient pas. Il ajouta qu'il raconterait son histoire lorsqu'il en aurait décidé ainsi. Pendant ce temps, Liana Arsak observait le coucher du soleil. Les souvenirs de son amant l'envahissaient. Elle se souvenait de la douceur de sa voix, de sa promesse de la conquérir, quelle que soit la durée nécessaire. L'orphelleté lui avait demandé de croire en lui, de lui accorder sa confiance. Ses souvenirs la firent pleurer en silence. Elle lui dit adieu dans son cœur, espérant qu'il trouverait dans l'au-delà un amour aussi sincère que le sien. Leur relation n'avait jamais dépassé un baiser. Les liens entre eux étaient restés formels, davantage politiques que passionnés. Les Feltés cherchaient à renforcer leur pouvoir par cette union, tandis que Liana utilisait leur influence à son avantage. Elle savait qu'elle se servait de son fiancé défunt pour consolider sa position et dissimuler la vérité sur l'enfant qu'elle portait. Une incertitude la rongeait pourtant. Tromper un homme tel que Tvacan, dont les yeux reflétaient à la fois la froideur et la faim d'un prédateur, semblait presque impossible. La voix de sœur Machilo interrompit le fil de ses pensées. Liana s'excusa et lui demanda de poursuivre son rapport.
Il annonça que les approvisionnements de la ville avaient été rétablis pour une durée de 3 mois, grâce à une réduction drastique des dépenses. La princesse laissa échapper un souffle de soulagement. 3 mois, pensa-t-elle, c'était le temps qui lui restait pour agir. Le conseiller l'exhorta à augmenter les impôts, jugeant son entêtement dangereux. Elle refusa, estimant que la sécheresse qui ravageait leurs terres depuis 20 ans ne s'effacerait pas du jour au lendemain. Elle ne voulait pas aggraver la misère de son peuple. Le conseiller insista. Selon lui, l'augmentation des impôts améliorerait la situation financière du royaume. Lyanna reconnut en silence qu'il n'avait pas tort. Les revenus diminuaient chaque année, et les accords commerciaux ne suffisaient plus à les sauver. Malgré cela, elle se félicitait d'avoir accepté la proposition du seigneur Tvacan. Son conseiller jugea pourtant qu'elle avait agi avec précipitation. La famille royale aurait dû consulter les Kleinfeltet avant toute décision. Lyanna, d'un ton ferme, affirma qu'elle les contacterait pour les arrangements funéraires. Elle précisa que le seigneur Tvacan restituerait le corps de sœur Kleinfeltet le jour même. Machilo répliqua que la famille royale devait porter le deuil. Le défunt était l'héritier de la maison Feltet. Lyanna répondit qu'un tel geste risquait d'offenser son fiancé actuel. Le conseiller protesta, soulignant qu'il ne voyait pas pourquoi il devrait se soucier des sentiments d'un homme qu'il considérait comme un sauvage. Il ajouta que le grand chancelier aurait désapprouvé une telle attitude. Ces mots glacèrent la princesse. Elle savait que l'Inden Feltet, le grand chancelier, devait être en proie à une colère terrible. Il avait tout misé sur le mariage de son neveu pour s'approprier le royaume, et ses projets venaient de s'effondrer. Lyanna envahit pas une rage. Affirma que cet homme avait déjà tout pris à son peuple et continuait à vouloir davantage. Elle mit fin à la discussion et demanda à sœur Machilo s'il avait terminé son rapport, de déposer les documents sur la table et de se retirer. En quittant la pièce, il rappela que les Feltet étaient liés à Noc depuis des générations et avertit que les ignorer coûterait cher, au royaume comme à elle-même. Restant seule, Lyanna prit conscience qu'elle ne pouvait dissocier le deuil du pouvoir. Même dans la perte, la politique s'imposait à elle. Son regard se porta vers l'horloge. Le corps du défunt de Lord Feltet allait bientôt arriver au château. Elle songea qu'elle devrait se vêtir de deuil, mais se rappela la promesse du seigneur Tvacan de venir lui-même avec l'équipe chargée du transport. Elle décida qu'il convenait de le rencontrer dans une tenue appropriée. Un sourire ironique effleura ses lèvres. Elle se savait hypocrite, consciente de son propre désir de plaire, même à l'homme qui avait causé la mort de son fiancé. De retour dans ses appartements, sa nourrice entra en reniflant et posa devant elle les robes les plus élégantes. Elle déclara qu'un tel accueil ne convenait pas à des hommes de cette espèce. Lyanna répondit qu'elle devait maintenir les apparences et respecter les usages. La servante la supplia de ne pas se vêtir trop richement. Ces hommes, dit-elle, ne méritaient pas de contempler une telle beauté. Elle rappela qu'ils étaient responsables de la mort de l'amant de la princesse. Lyanna lui assura qu'elle comprenait son inquiétude, mais précisa qu'elle était désormais liée au seigneur Tvacan et qu'il serait déplacé de parler en mal de son ancien fiancé devant celui qui deviendrait son époux. Elle se tut un instant, puis révéla un secret que personne ne connaissait encore. Elle annonça qu'elle était enceinte. Madame Flambert, bouleversée, perdit toute contenance. La princesse lui demanda de se calmer et voulut savoir combien de temps il lui restait avant que sa grossesse ne soit visible. Avant qu'elle ne puisse terminer, on leur annonça que le commandant mercenaire de Tvacan venait d'arriver aux portes du château. Le soleil brûlait au-dessus de Noc. Dans le domaine des Arsac, 6 cercueils venaient d'être déchargés. Lyanna se demanda, en silence, si le premier cadeau de fiançailles de son fiancé serait des cadavres. Fermont fit remarquer que les corps n'avaient pas été profanés et que les cercueils leur avaient même été offerts. On remercia le Lord Tvacan d'avoir rendu les défunts à leur foyer avec dignité. Lord Tvacan s'approcha d'elle, rappelant qu'un autre jour s'était écoulé sans que les termes des fiançailles ne soient encore réglés. Il insista pour que les conditions du mariage soient fixées immédiatement. Lyanna proposa de se rendre dans la salle de conférence. Fermont précisa que les deux familles souhaitaient que l'union ait lieu le plus tôt possible. L'hiver approchait. L'armée du seigneur Tvacan devait lever le camp et chercher un abri contre le froid. Fermont ajouta que hâter le mariage servirait aussi les intérêts de l'enfant de son Altesse. Sœur Machilo, stupéfait par cette mention, se raidit. Il savait que la princesse n'avait jamais partagé la couche du seigneur Feltet. Il demanda à qui appartenait cet enfant. Elle répondit simplement que c'était le sien. Au même instant,
Le seigneur Tvacan confirma d'une voix calme que l'enfant était aussi le sien. Les yeux de Lyanna s'écarquillèrent. Elle avait craint qu'il ne cherche à salir son honneur par un mensonge. Au contraire, il affirma qu'il élèverait l'enfant comme le sien et défendrait sa prétention au trône sous son propre nom. La jeune femme expira lentement, soulagée. Sœur Machilo, lui, se mit en colère, exigeant des explications. Lyanna savait qu'elle agissait avec témérité. Le retour en arrière n'était plus possible. Elle avait peur. Elle ignorait comment réagirait cet homme impitoyable lorsqu'il découvrirait la vérité. Il ne lui restait qu'à feindre une fausse couche au moment opportun ou à s'unir à lui rapidement pour simuler une grossesse. Elle devrait alors endosser le rôle d'une femme volage et supporter en silence sa première nuit. Cette perspective la hantait. Elle craignait qu'il ne découvre la supercherie et comprenne qu'il n'y avait jamais eu d'enfant. Fermont rappela que le mariage devait avoir lieu dans 2 semaines, faute de quoi il deviendrait difficile de dissimuler l'état de la princesse. Sœur Machilo protesta. 2 semaines, c'était précipité. Même confectionner une robe en si peu de temps semblait irréalisable. Le seigneur Tvacan assura qu'elle n'avait rien à craindre. Il se chargerait des tenues et de toute la logistique. Il demanda s'il existait une autre raison au report du mariage. Trop effrayée pour dire la vérité, Lyanna répondit que la robe n'était pas le seul obstacle. Les finances du royaume étaient en ruine, et les fonds nécessaires aux préparatifs ne pouvaient être réunis aussi vite. Le seigneur répliqua que si le problème se limitait à l'argent, il pouvait le résoudre immédiatement. Il ordonna à Fermont d'apporter le coffre. L'assistant rappela que l'or avait été livré, espérant qu'il serait un meilleur présent que des cercueils. La princesse et ses conseillers fixèrent le coffre d'or avec stupeur. Fermont précisa que le contrat de mariage stipulait que le trône de Noc reviendrait à l'enfant de son Altesse et que Tvacan jurait fidélité à la maison Arsac, rejoignant ainsi leur garde royale. Sœur Machilo objecta que l'entretien d'une telle armée serait coûteux et que l'or offert ne suffirait pas. Fermont le rassura, son seigneur prendrait ses dépenses à sa charge. Lina ne comprenait pas une telle générosité. Si les guerriers de Tvacan rejoignaient la famille royale, Noc deviendrait la forteresse la plus puissante des 5 royaumes. Elle remarqua que le seigneur avait couvert tous les frais du mariage et offert au pays un avenir prospère. Il promit de reconnaître le futur héritier et de rester fidèle à la maison Arsac. Pourtant, Lyanna restait méfiante. Selon elle, le seigneur n'avait rien à y gagner et risquait même sa réputation. Tout cela lui paraissait trop beau pour être vrai. Il devait cacher une intention. Le lord Tvacan répondit qu'il n'avait aucune raison de mentir. Lyanna rétorqua que Noc n'avait besoin d'aucun protecteur et qu'aucun conquérant ne désirait des terres ruinées. Il évoqua alors le seigneur Felté, son ancien fiancé, et suggéra que certains pouvaient toujours convoiter ces terres ou la princesse elle-même. Fermont prit leur silence pour un accord et demanda aux conseillers de sortir pour finaliser le contrat. Désormais seuls, Lyanna et le seigneur Tvacan demeuraient face à face. L'atmosphère devint oppressante, presque étouffante. Elle chercha un peu d'air et proposa une promenade dans le jardin à l'arrière du château. Laisser un invité sans escorte aurait été contraire à l'étiquette, alors elle lui demanda de l'accompagner. Le lord Tvacan accepta, offrant son bras pour qu'elle s'y appuie. La princesse fut déconcertée par ce geste inattendu. Le barbare sanguinaire se comportait avec une courtoisie surprenante. À ses côtés, elle avait la sensation de marcher avec une bête apprivoisée. Le seigneur Tvacan, massif et solide, la dominait de toute sa hauteur. Il remarqua la blessure à sa paume, aggravée, et devina qu'elle n'avait reçu aucun soin. Il affirma qu'elle devait mieux se protéger et jura de vérifier lui-même chaque égratignure, dorénavant. Il se pencha, prêt à embrasser la plaie. Elle tressaillit, se dégagea et répondit d'un ton sec que tout allait bien. Elle proposa de poursuivre la marche, tout en observant intérieurement l'ironie de la situation. Cet homme, qui incarnait la plus grande menace pour elle, parlait désormais de soins et de protection. Lorsqu'ils atteignirent le jardin, il ne restait que des arbres décharnés et des arbustes aux branches mortes. Lyanna regretta de les avoir conduits là et pria pour que le seigneur n'y voie pas une offense. Autrefois, ce lieu était la fierté du royaume. À présent, il n'était plus qu'un vestige. Elle espéra qu'il comprendrait le message silencieux de cet endroit. Noc n'avait plus rien à offrir. Voyant la tristesse sur son visage, le lord Tvacan demanda ce qui la troublait. Elle murmura qu'elle n'aurait pas dû l'amener dans ce lieu stérile. Il répondit qu'il ne voyait pas les choses ainsi, puisque la princesse s'y trouvait. Elle ne s'attendait pas à cette parole teintée de douceur.
Lord Vacan lui demanda de ne pas bouger, et dans un geste brusque, la tira contre lui. Le poids du seigneur s'abattit sur elle au moment où elle aperçut la flèche ennemie plantée dans son épaule. Les soldats se précipitèrent vers Lord Vacan pour s'assurer de son état. Il leur ordonna d'attraper l'homme qui avait tiré et de le ramener vivant. Un sourire suffisant se dessina sur le visage de l'archer, déjà en fuite et dissimulé, savourant le tumulte qu'il venait de provoquer. Son Altesse demanda à Lord Vacan comment il se sentait et s'il était gravement blessé. Elle ne parvenait pas à comprendre qui aurait pu prendre un tel risque, compromettant la réputation hospitalière de Nock. L'anxiété la fit trembler. Elle supplia Lord Vacan de reconnaître que Nock n'était pour rien dans cette attaque et chercha à lui offrir son aide. Le seigneur refusa, préférant d'abord de s'occuper lui-même de la princesse. Il passa un bras autour de sa taille pour l'aider à se relever, mais elle protesta, affirmant qu'il était celui qui devait être ménagé. Le seigneur admit qu'elle avait raison, tout en remarquant que la princesse tremblait comme une feuille et semblait sur le point de s'évanouir. Dans leur proximité, il effleura involontairement certaines parties sensibles de son corps, provoquant chez elle une rougeur immédiate. Il proposa de retourner à l'intérieur, jugeant l'endroit plus sûr, tout en gardant son bras autour de sa taille pour la soutenir. Fermot les accueillit avec un rire sarcastique et demanda comment son seigneur avait réussi à se faire toucher par une flèche. Lord Vacan supporta ces moqueries en silence, mais son assistant insista, insinuant que l'archer devait avoir une précision redoutable pour l'avoir atteint. Le seigneur finit par ordonner à Fermot de se taire. Il invita ensuite la princesse à s'asseoir. Elle paraissait au bord de l'épuisement, chancelante. Elle assura qu'elle allait bien et demanda à quel point la blessure était sérieuse. Fermot expliqua que la flèche n'avait touché aucun point vital, mais qu'elle s'était profondément enfoncée. Il ajouta que la douleur serait vive et que la fièvre ne tarderait pas à s'installer. Si la pointe était empoisonnée, la situation deviendrait critique. Sir Worose déclara que les gardes du château trouveraient certainement le tireur, si la flèche était empoisonnée, qu'un antidote serait rapidement préparé. Fermot assura qu'ils attraperaient celui qui avait osé s'en prendre au seigneur, mais précisa que le véritable danger venait de celui qui avait donné l'ordre. Il doutait que la flèche ait été tirée sans intention politique et craignait qu'elle ne serve à révéler les véritables desseins de Nock. Sir Worose s'emporta, criant que ces insinuations étaient une insulte à leur honneur. Son Altesse lui ordonna de se taire. Elle reconnut qu'il existait des opposants au mariage à Nock, mais que ces voix ne représentaient pas le royaume. Elle affirma que le rêve de son peuple demeurait la paix et qu'aucun d'eux ne souhaitait la rupture du contrat. Le seigneur Vacan déclara partager cette volonté et confirma que ses intentions restaient inchangées. Fermot informa son seigneur qu'il souhaitait confier l'enquête à l'armée de Vacan, avec son autorisation, afin de retrouver le tireur. Sir Worose protesta à nouveau, rappelant que les soldats de l'armée Arsac étaient déjà à l'œuvre. L'assistant du seigneur Vacan l'invita à ne pas s'en offusquer. Les troupes de Vacan considéraient qu'il s'agissait de leur devoir de traquer celui qui avait tenté d'assassiner leur commandant. Worose se tourna vers la princesse pour solliciter son intervention. Elle demeura muette, songeuse. Une pensée la traversa. Son mariage avec le seigneur Vacan ressemblerait-il toujours à cela? Le seigneur, déjà affaibli par la fièvre, luttait pour rester lucide. La princesse veilla sans relâche à son chevet. La nourrice tenta de la convaincre de se reposer, soulignant qu'avec une telle fièvre, le seigneur ne se souviendrait même pas de sa présence. Lyanna répondit que prendre soin de lui était sa responsabilité et qu'elle ne pouvait se permettre de faiblir. Elle observait la sueur couler sur son torse et comprenait la justesse du diagnostic du médecin. Le combat contre la fièvre serait rude. Elle repensa au calme dont le seigneur avait fait preuve après sa blessure. C'était ce sang-froid qui lui avait donné la conviction que tout irait bien. À présent, elle comprenait que ce calme venait de l'habitude de souffrir. Les cicatrices sur son corps racontaient l'histoire d'un homme qui avait connu bien des batailles. Elle tendit un mouchoir à Madame Flambard et lui demanda d'essuyer la sueur du blessé. La nourrice soupira et murmura qu'elle ne comprenait pas comment la princesse pouvait épouser un homme qu'elle ne parvenait même pas à toucher. Lyanna la réprimanda doucement et lui rappela de mesurer ses mots, précisant qu'elle n'était pas seule. Elle expliqua ensuite que ce n'était pas le dégoût qui la retenait, mais la pensée que la nourrice s'en chargerait mieux. Pourtant, elle décida de le faire elle-même. Elle prit la serviette humide et essuya la peau brûlante du seigneur. Chaque geste la fit frissonner. Au fond d'elle, elle sut que ce qu'elle ressentait n'était pas seulement de la gêne.
Quelque chose d'autre s'éveillait, une confusion d'émotions qu'elle ne parvenait pas à nommer. Elle ne savait plus si elle détestait ou non cet homme. Lord Vacan éveillait en elle un tumulte intérieur qu'elle ne comprenait pas. Soudain, il ouvrit les yeux et murmura que si la princesse trouvait son contact insupportable, elle devait dire clairement ce qui la gênait. Lyanna retint son souffle, stupéfaite de le voir conscient. Il n'était donc pas endormi. La princesse demanda depuis combien de temps il simulait le sommeil et jusqu'où il avait entendu. Lord Vacan répondit qu'il avait perçu le moment où elle avait reconnu que le contact avec lui n'était pas aussi insupportable qu'elle le prétendait. Il ajouta que peut-être la fièvre troublait son esprit, mais qu'il voulait vérifier quelque chose. Il posa doucement sa main sur le visage de la princesse et dit qu'il voulait connaître l'étendue de sa limite. Elle retira brusquement son visage et déclara d'un ton sec que Monseigneur souffrait d'une forte fièvre et devait cesser de parler pour se reposer. Le Lord Vacan répondit que son Altesse avait raison. Faibli par la fièvre, il insista pourtant sur la nécessité de vérifier quelque chose. Il porta un doigt à ses lèvres et demanda si ce contact lui convenait, puis glissa sa main dans les cheveux de la princesse, cherchant à savoir si ce geste la dérangeait. Ses doigts suivirent ensuite la ligne de son cou, mais la princesse repoussa vivement sa main, affirmant que cela suffisait. Elle voulut savoir combien d'épreuves il comptait encore imposer. Sa demande était survenue au moment même où elle devait s'occuper des funérailles de son fiancé. Lyanna, submergée par la colère, peinait à comprendre comment le seigneur Tvacan pouvait espérer des sentiments partagés dans un tel contexte, comme s'ils étaient déjà unis par l'amour. Le seigneur, vacillant sous la fièvre, avoua ne pas être certain de ses pensées, mais affirma avec conviction qu'il ne livrerait pas sa promise à un autre. Il saisit la main de Lyanna et la taquina en lui disant que cela serait peut-être trop à supporter pour elle. Elle confirma alors ses soupçons. Il répliqua avec fermeté qu'elle ne pourrait refuser éternellement. Il déclara ne pas être un simple admirateur, mais son futur époux, et insista en lui demandant ce qu'il lui faudrait pour accepter. Lyanna comprit que la sincérité du Seigneur importait peu. Seules comptaient les promesses qu'il avait faites, celles qui liaient son destin à celui de Noc. Elle décida de ne pas les laisser se dissoudre dans le vide. Ces promesses devaient prendre corps et rendre leur union crédible. Une idée prit forme dans son esprit. Profitant de l'état fiévreux de Lord Vacan, elle résolut de lui arracher la promesse de ne pas détruire Noc. Il lui demanda ce qu'elle offrirait en échange. Consciente qu'elle devait donner corps à cette union, la princesse fit un vœu solennel. Elle ferait tout son possible pour le désirer. Médusée, Lord Vacan la saisit brusquement, la serra contre lui et l'embrassa. Dans un souffle, il murmura qu'il aurait déjà détruit le pays de Noc s'il l'avait voulu. Le baiser, long et brûlant, scella leur engagement fragile. Avant qu'elle n'en prenne pleinement conscience, sa tête reposait sur l'oreiller. Il couvrit son cou de baisers, tandis qu'elle luttait intérieurement pour garder le contrôle, se répétant que ce n'était que la fièvre qui parlait. Lyanna savait que la passion se dissiperait une fois la fièvre tombée, mais elle se laissa emporter par la douceur du moment. Le seigneur s'interrompit soudain, conscient d'avoir déjà franchi une limite. Derrière la chaleur de son corps malade, il sentait le poids de ce qu'il ne devait pas faire. La princesse posa alors une main sur sa poitrine bandée, ses yeux emplis de tristesse, et murmura des paroles de regret. Elle reconnut avoir oublié, l'espace d'un instant, la gravité de son état. Lui souhaitant un prompt rétablissement et une nuit paisible, elle quitta la pièce dans un silence mesuré. Dans le couloir, ses pensées se bousculaient. Elle s'interrogeait sur la sincérité de ses paroles, sur la solidité de ses promesses, sur la persistance de cette chaleur nouvelle une fois la vérité révélée. Pendant ce temps, Sir Worose errait dans la cour arrière du château, à l'endroit où l'attaque avait eu lieu. Sous ses pas, un éclat attira son regard. Il ramassa un pendentif en forme de feuille et se figea, reconnaissant aussitôt son propriétaire. Il prit la direction des appartements de la princesse, mais la croisa dans le couloir. Son Altesse fronça les sourcils à la vue du chevalier et lui reprocha de se promener dans le château à une heure aussi tardive. Worose la fit taire d'un geste, lui précisant qu'il était venu seul, sans certitude toutefois de ne pas être suivi. Il lui remit le pendentif et lui demanda si elle le reconnaissait. La voix de Lyanna trembla en répondant que cet objet appartenait à Lord Felté. Le commandant expliqua qu'il avait été retrouvé près de l'endroit où la flèche avait été tirée. La vérité s'abattit sur elle avec une force brutale. Son ancien fiancé, Leif Felté, pouvait être celui qui avait tiré sur le seigneur Tvacan. Sous le choc, elle vacilla,
réalisant qu'il était peut-être encore en vie et impliqué dans cette attaque. Worros tenta de la soutenir, ajoutant qu'il n'en avait pas encore la certitude. Il supposa que quelqu'un avait pu utiliser les armes de Sir Leif, laissant planer le doute et la peur dans le silence du couloir. Lyanna se souvint soudain que les cercueils apportés n'avaient pas encore été ouverts. Elle décida d'aller vérifier elle-même et se rendit à la chapelle. Sir Worros força l'ouverture du cercueil de Sir Felté. La princesse observa un instant, puis déclara d'une voix contenue que c'était bien l'armure de Leif, mais que le corps n'était pas le sien. Elle en conclut que son ancien fiancé était vivant, qu'il était celui qui avait tiré, et qu'il préparait sans doute une guerre de l'ombre. Le conseiller pensa qu'il devait se cacher avec son oncle, le grand chancelier. Lyanna poussa un soupir de soulagement, reconnaissante de savoir que son ex-fiancé était encore en vie. Worros lui conseilla alors d'entrer en contact avec lui, mais avec discrétion. Il suggéra d'écrire une lettre à Sir Felté en secret. Au même moment, de violents coups retentirent contre les portes. La princesse et le conseiller se retournèrent vivement. Fermont entra, le regard suspicieux, et les observa longuement. Worros expliqua que la princesse avait voulu inspecter elle-même les dépouilles. Fermont rappela la règle locale, nul ne devait s'attarder auprès des morts avant les funérailles. Lyanna le rassura avec calme, affirmant qu'elle voulait seulement un moment de recueillement auprès de Sir Felté, car les funérailles auraient lieu le lendemain et c'était sa dernière occasion de lui rendre hommage. Fermont répondit qu'il n'y avait pas de problème, mais précisa qu'il devait en informer le seigneur Tvacan. La princesse annonça qu'il était temps de partir, puis ajouta, avant de s'éloigner, qu'elle espérait que l'armée de Tvacan retrouverait bientôt le tireur. Fermont la remercia, tout en pensant secrètement que ses paroles manquaient de sincérité. Sir Worros la rejoignit à la sortie et lui demanda, d'un ton faussement détaché, ce qu'il adviendrait de son futur mariage. Cette remarque la troubla profondément. Elle prit conscience qu'elle ne pouvait choisir entre la fidélité qu'elle devait à Felté et l'attirance brûlante qu'elle éprouvait pour le seigneur Tvacan. Elle savait que la famille Felté risquerait tout pour sauver l'héritier, mais que le seigneur Tvacan tenterait sans hésiter de les éliminer. Son esprit oscillait entre deux voies. Suivre son cœur en retrouvant son ancien fiancé ou s'incliner devant le seigneur Tvacan pour assurer l'avenir de Nok. Absorbée par cette lutte intérieure, elle finit par déclarer d'une voix ferme qu'il fallait agir sans tarder. Worros lui demanda davantage de précisions. Lyanna lui ordonna de contacter la famille du défunt et de leur annoncer en personne les décès, tout en abordant les détails de l'enterrement. Elle exigea une rencontre directe, mais se figea lorsque le conseiller suggéra que le seigneur pourrait trouver cela suspect. Pendant ce temps, de l'autre côté, Fermont informait son maître qu'on leur avait menti. Leif Felté n'était pas celui qui reposait dans le cercueil. Il précisa que le casque ne correspondait pas à l'armure du commandant des chevaliers d'Arsac, comme si l'on avait bâclé la substitution. Le seigneur conclut que l'ex-fiancé de la princesse avait sans doute survécu et s'était infiltré dans le château au lieu de fuir. L'assistant du seigneur traita alors Sir Felté d'idiot. Lord Tvacan devina que Leif n'était pas là par hasard, mais qu'il cherchait probablement à soutenir secrètement la princesse. Fermont, incrédule, répondit que c'était peu vraisemblable, rappelant à quel point Lyanna défendait avec ardeur les intérêts de son pays. Il demanda si le seigneur croyait vraiment que Leif était le tireur. Tvacan confirma, soulignant que Leif était un archer accompli, commandant des chevaliers d'Arsac. Fermont ajouta qu'il était même possible qu'il ait blessé leur seigneur. Voyant l'expression de Lord Tvacan, il éclata de rire et affirma que ce serait presque impossible, à moins que le seigneur n'ait eu l'imprudence de se placer volontairement dans la ligne de tir. Le seigneur demeura silencieux. Fermont, agacé, déclara que tout cela n'avait aucun sens, estimant que Lord Tvacan avait risqué sa vie pour une cause futile. Il se plaignit que cette blessure compromettrait sa santé pour longtemps et reconnut qu'il n'aurait jamais imaginé que l'ex de la princesse devienne une menace pour son Altesse. Il fut surpris de constater à quel point Lord Tvacan se montrait irrité par une flèche qui avait failli atteindre Lyanna Arsac. Quelques jours plus tôt, le seigneur Tvacan avait confié son désir de faire de la princesse un trophée. Fermont comprit que les seigneurs craignaient qu'elle ne soit encore utile et que sa mort prématurée nuirait à leur projet. Il rappela que la princesse croyait son ex mort jusqu'à la reconnaissance du corps, mais qu'il ne fallait pas écarter l'hypothèse d'une complicité. Le seigneur proposa alors d'anéantir tout le clan Kleinfelté, puisque la princesse avait été en contact avec eux. À cet instant, il se remémora la supplique de Lyanna, lorsqu'elle l'avait imploré de ne pas détruire Nok.
Elle avait juré de le désirer sincèrement. Lord Tvacan ordonna à Fermo de patienter, convaincu que les véritables intentions de la princesse se révéleraient bientôt. Fermo acquiesça, tout en promettant de renforcer la surveillance et d'étendre les recherches à l'intérieur du château. Le seigneur lui recommanda de rester vigilant et le congédia. Resté seul, Lord Tvacan passa sa main sur son épaule bandée, dont la douleur persistait. Il repensa à la princesse, tremblante de peur, et s'interrogea sur la manière dont un homme aussi insignifiant que Leif avait pu devenir son amant. Le seigneur Tvacan prit sa décision. Il tuerait Leif sans hésitation. Pendant ce temps, Lyanna avançait lentement dans le couloir, vêtue de sa robe de deuil. Ses pas étaient incertains, et elle trébuchait souvent. Son corps amaigri rendait le vêtement trop lâche, la toile glissant sans cesse sur ses épaules. Elle ressentait la gêne d'une tenue qui ne lui appartenait plus vraiment. Elle savait qu'elle ne pouvait pas encore s'offrir une nouvelle robe noire, et cette pensée l'attrista. Bientôt, son armoire ne contiendrait plus de vêtements convenables, ni de robes ajustées à sa silhouette. La princesse songea à ce que penserait le seigneur Tvacan s'il la voyait ainsi. Elle se réprimanda en silence. Elle se demanda pourquoi cette idée lui était venue et décida qu'elle ne voulait pas attirer le regard du seigneur Tvacan par son apparence. Lorsqu'elle s'approcha de la porte de la chambre où le seigneur blessé se reposait, elle tenta de retrouver son calme, bien qu'elle sût désormais que Leif était vivant. Des souvenirs s'imposèrent à son esprit. Cette nuit partagée, les promesses échangées, la chaleur d'un lien qu'elle croyait brisé. Elle sentit qu'elle rougirait en présence du Seigneur, mais se résolut à maîtriser ses émotions. Elle ne pouvait éviter son fiancé éternellement, et il lui fallait affronter cette rencontre. Lyanna frappa doucement à la porte et salua d'une voix posée, demandant si le Seigneur était réveillé. Aucun son ne répondit. Elle expira longuement, soulagée de constater qu'il dormait encore, et posa le plateau près de la porte. Au moment où elle s'apprêtait à se retirer, la porte s'ouvrit brusquement. Le seigneur Tvacan apparut sur le seuil. Il lui demanda s'il l'avait effrayé par cette apparition soudaine. Lyanna assura qu'elle allait bien, précisant qu'il aurait dû rester allongé. Elle lui expliqua qu'elle avait apporté le plateau pour qu'il n'ait pas à se fatiguer ni à utiliser son bras blessé. Tvacan insista pour le prendre lui-même, ajoutant que ce n'était pas lourd. Gênée, Lyanna protesta qu'il devait ménager son épaule. Le seigneur lui demanda si elle se préoccupait vraiment autant de son bien-être. Elle répondit qu'elle s'inquiétait naturellement pour son futur époux, et il répliqua qu'il s'inquiétait également. Déconcertée, elle précisa qu'elle n'était pas malade. Le seigneur rectifia calmement, il parlait de sa robe. Dans la chambre, Fermo observait la scène, se demandant si la princesse ne possédait qu'une seule robe de deuil. Lyanna, stupéfaite, comprit qu'elle n'était pas seule. Fermo s'excusa aussitôt de son manque de retenue et demanda si la princesse devait vraiment porter cette tenue. Elle sentit la honte la gagner sous le poids de leur regard. Elle admit d'une voix faible qu'il était évident que la robe était trop grande et que le tissu avait pâli par endroits. Son Altesse jugea que le seigneur n'avait pas lieu de la critiquer, lui qui se tenait devant elle à moitié vêtu. Elle leur rappela que la tradition imposait le noir jusqu'aux funérailles et qu'il n'y avait pas de temps pour faire confectionner une nouvelle robe. L'assistant du seigneur s'excusa encore, la voix tremblante, et demanda si elle comptait réellement la porter durant les 3 jours à venir. La princesse répondit avec retenue, se demandant si sa tenue de deuil ne convenait pas au standard du seigneur Tvacan. Un vent de colère soufflait en Fermo. Il se demandait comment cette princesse pouvait penser encore à Noc en s'habillant ainsi. Il savait pourtant qu'elle n'avait pas choisi cette robe pour séduire, et que son seigneur n'était pas un homme à se laisser troubler par de tels artifices. Pourtant, certaines parties de la tenue lui semblaient trop révélatrices pour que Tvacan les voie. Le seigneur, agacé, ordonna à Fermo de se taire. Il lui conseilla, si la vue de la robe le gênait, de détourner les yeux ou de quitter la pièce. Avant de sortir, Fermo multiplia les excuses et supplia la princesse de veiller sur le seigneur. Restée seule avec lui, Lyanna songea à son apparence. Était-elle vraiment si négligée dans cette robe trop large? Elle pensa qu'en reprenant quelques kilos, elle remplirait peut-être mieux le tissu, puis chassa cette idée. Elle s'interrogea sur son désir de plaire à un homme qui avait bouleversé la paix de Noc. Finalement, elle se concentra sur la raison de sa venue et demanda si le seigneur souhaitait commencer par le petit déjeuner ou par le changement des bandages. Lord Tvacan répondit qu'il préférait qu'elle s'occupe des bandages. Il commença à retirer sa chemise, et la princesse remarqua avec soulagement que la fièvre avait disparu. Ses yeux avaient retrouvé leur éclat d'autrefois, celui qu'elle avait perçu lors de leur première rencontre. Pourtant,
La froideur de son visage la troubla. Son expression figée et son regard durent lui rappeler une statue. Le souvenir de cette nuit passionnée se brouilla dans son esprit, et elle eut la conviction qu'il ne se rappelait plus les promesses échangées. Lorsqu'elle tendit la main vers les bandages, elle remarqua qu'ils étaient immaculés, comme si quelqu'un les avait changés peu de temps avant. Il n'était pas nécessaire d'en poser de nouveaux, le médecin ayant sans doute déjà rendu visite au Seigneur dans la matinée. Tvacan objecta que cela importait peu. Il voulait que sa fiancée refasse le pansement, si elle se sentait capable de le toucher. Liana obéit, songeant à la signification cachée derrière ces mots et à ce souvenir évoqué la veille. Elle comprit que le Seigneur se souvenait de cette nuit, peut-être, des serments qu'il s'était faits. Cela signifiait aussi qu'il attendait d'elle qu'elle tienne les siens. L'humeur de la princesse s'assombrit. Elle se demanda pourquoi il tenait tant à ce geste alors qu'il avait déjà été soigné. Pourtant, elle ne protesta pas et se contenta de faire ce qu'il lui demandait, dans une soumission silencieuse. Pendant ce temps, Leif, loin de là, fixait la fenêtre du château de son oncle. Il répétait en silence le nom de sa bien-aimée et la suppliait intérieurement de patienter encore un peu. Alors qu'elle pensait à nouveau la blessure, Liana se rappela avoir vu des cicatrices similaires sur l'orfelleté. C'étaient des égratignures laissées par des branches d'arbres lors d'une course rapide à cheval. L'esprit de Liana fit surgir un souvenir. Madame Flambard bandant le seigneur tandis qu'il tenait la main de la princesse. Il s'était plaint de la douleur comme un enfant et l'avait supplié de ne pas lâcher sa main. Liana savait qu'elle avait 1000 choses à accomplir, mais son futur mari ne semblait pas disposé à relâcher sa prise. Au fil du temps passé ensemble, elle avait souvent rêvé de supplier l'orfelleté de la laisser partir. Personne n'avait imaginé que les choses prendraient cette tournure. À présent, la princesse pensait elle-même les blessures du seigneur Tvacan. Il lui demanda si elle avait tout vérifié, mais elle ne saisit pas immédiatement le sens de sa question. Il précisa qu'il voulait savoir si elle avait observé les corps. Elle répondit qu'elle s'était rendue la veille à la chapelle pour honorer les soldats tombés au combat. Le seigneur ne releva pas le mensonge. Il pressa sa paume contre la joue de Liana et déclara qu'il devait clarifier quelque chose au sujet de sa promesse. Il rappela à la princesse qu'elle avait croisé Fermo lors de l'inspection, un homme chargé de tout rapporter au seigneur. Liana comprit que Lord Tvacan savait que le corps trouvé dans l'armure du commandant des chevaliers de Noc n'était pas celui de Sir Felté. Il ajouta qu'il souhaitait que leur mariage soit fondé sur la sincérité et dénué d'ambiguïté. Liana réalisa que ce contact sur sa joue n'avait rien de tendre. Il était un avertissement. Elle répondit qu'elle partageait son intention et qu'elle était prête à couper tout lien avec le passé, à le laisser dans la poussière. Elle comprit alors que soutenir son ancien amour reviendrait à embarquer sur un navire en perdition. Ce serait la fin de tout. Son choix se fixa au moment même où le seigneur Tvacan l'attira à lui pour un baiser. Elle accepta pleinement sa main. Le seigneur confia qu'il ne s'était pas attendu à prouver sa loyauté de cette façon, mais que cela lui convenait. Il s'apprêtait à dire quelque chose sur sa tenue lorsqu'elle l'interrompit, déclarant qu'elle avait terminé les bandages. Liana effleura accidentellement son épaule blessée et s'excusa aussitôt, assurant qu'elle ne voulait pas lui faire mal. Le seigneur Tvacan répondit que ce n'était rien et qu'il n'avait rien senti. Il ajouta qu'il en portait une part de responsabilité, s'étant laissé emporter par le moment. La princesse observa les lèvres du seigneur, rouges et gonflées, comme la veille. Elle le trouva singulièrement séduisant dans la passion. Elle souhaita qu'il la regarde toujours avec ce feu dans les yeux. Une seconde plus tard, elle se reprit et s'écarta, honteuse de ses pensées. Elle dit qu'il pouvait se débrouiller seul pour le petit déjeuner. Souhaitant au seigneur Tvacan un prompt rétablissement, elle quitta la pièce. Quelques heures plus tard, dans les appartements de la princesse, Sir Werose la prévint qu'il était trop risqué de rendre visite au Felté. Cela éveillerait les soupçons. La princesse répondit qu'elle pouvait trouver une douzaine de raisons justifiant une rencontre avec le grand chancelier. L'adjoint supposa que le seigneur Tvacan ne verrait pas d'un bon œil que sa promise se rende en cachette auprès de la famille de son ancien fiancé. Elle répondit qu'il n'y avait plus lieu de s'inquiéter. Le seigneur Tvacan savait que Lord Felté était vivant. Werose affirma que c'était impossible, car ni le commandant ni ses hommes ne connaissaient le visage de Sir Felté. La princesse expliqua qu'ils avaient découvert la vérité en observant une incohérence entre le casque et l'armure. Sir Werose fit remarquer que le seigneur Tvacan et son assistant restaient des figures énigmatiques, dont les intentions demeuraient opaques. La princesse se souvint de chaque mot prononcé par le seigneur lorsqu'il avait déposé devant elle l'épée tachée de sang de son marié.
Elle conclut qu'il savait probablement tout depuis le début, ajoutant que Tvacan était un homme retors et méfiant. Elle reconnut qu'il était normal pour un commandant d'une armée invincible de garder ses secrets. La princesse se rappela un instant de leur nuit passée ensemble. À cette époque, elle croyait encore que le pouvoir du Seigneur n'était pas aussi absolu qu'il paraissait. Elle décida de demeurer vigilante et de ne jamais baisser sa garde. Sœur Worose lui demanda quelle était la véritable raison de sa visite au Felté. Lyanna répondit qu'elle voulait convaincre la famille Felté de fuir pour sauver leur vie. Worose tenta d'argumenter, mais la princesse l'interrompit. Selon elle, le silence ne ferait qu'aggraver la situation. Elle déclara que c'était le seul moyen d'assurer sa survie et celle du royaume. Worose demanda si elle comptait vraiment abandonner leur Felté et sa famille. La princesse admit que le seigneur Tvacan avait été clément jusqu'ici, mais qu'il allait désormais exterminer tout le clan. Elle affirma que le grand chancelier Lyndon Clenfelter et les siens ne toléraient pas une telle offense. Ils cherchaient donc à prévenir une guerre inutile. Worose avertit que cela signifierait que la princesse ne pourrait plus échapper à l'emprise des barbares. Lyanna répondit qu'elle en avait conscience, mais qu'aucune autre issue n'existait. C'est alors que Madame Flambard entra précipitamment, tenant une cape de voyage. En voyant la tenue de la princesse, elle poussa un cri et demanda si elle comptait réellement porter cette robe pour le deuil des 3 prochains jours. Confirmant les soupçons de sa nourrice, Lyanna nota intérieurement que ses critiques répétées sur son apparence avaient érodé son estime d'elle-même. Elle admit que la robe était affreuse, mais qu'elle n'avait pas d'autres vêtements noirs. Madame Flambard protesta, affirmant au contraire que la robe était trop révélatrice et séduisante. Elle rappela que la princesse l'avait portée 5 ans plus tôt, avant de grandir et de s'amaigrir ces derniers mois. Elle ajouta que cette tenue ressemblait davantage à une robe de nuit de noces qu'à un habit de matinée. La nourrice estima qu'elle mettait trop en valeur la silhouette de la princesse et confia sa crainte à l'idée de la voir ainsi, devant les barbares. Elle redoutait particulièrement le commandant de l'armée de Tvacan, dont le regard insistant laissait deviner des intentions inquiétantes. Worose, lui aussi, en fit les frais lorsque la nourrice s'enflamma, lui reprochant son silence malgré le temps passé en compagnie de la princesse. Il répondit simplement que son Altesse était toujours splendide. La nourrice soupira, résignée, et déclara qu'il ne fallait rien en attendre d'autre. La princesse se rendit finalement au château des Felté vêtue d'une autre robe, car Madame Flambard s'y était opposée avec fermeté. Elle avait presque dû la forcer à se changer. Lyanna se demanda si le seigneur Tvacan croirait qu'elle avait volontairement choisi une tenue provocante. Elle jeta un regard autour d'elle et aperçut un groupe de soldats de Tvacan non loin. Sœur Worose expliqua qu'ils fouillaient les environs à la recherche de l'assaillant. Lyanna nota intérieurement que cette excuse permettait d'explorer chaque recoin du château d'Arsac. En observant la scène, elle se demanda si l'attaque n'avait pas été orchestrée. L'adjoint souligna que si le seigneur avait trouvé la mort, tout aurait été différent. La princesse acquiesça d'un signe de tête, estimant que dans un tel cas, les habitants de Noc auraient déjà été massacrés. L'armée de Tvacan aurait riposté sans hésitation. Sœur Worose s'arrêta devant le domaine des Felté et demanda qu'on ouvre les portes. La princesse Lyanna, héritière de la maison Arsac, venait d'arriver. Lyndon Felté ricana, se demandant si son Altesse était venue de si loin uniquement pour annoncer elle-même la mauvaise nouvelle. Elle ne percevait aucune trace de chagrin sur le visage du grand chancelier. Cette absence signifiait qu'il savait son neveu vivant et en bonne santé. La princesse déclara qu'elle était venue délivrer un second message, une nouvelle plus positive. Elle annonça que le mariage avec le seigneur Tvacan aurait lieu dans 10 jours et souligna l'importance de la présence des Kleinfelté à l'événement. La présence d'une famille majeure de Noc démontrerait publiquement leur alliance. Lyndon ricana, se demandant si son Altesse croyait réellement qu'un membre de la famille Felté souhaiterait assister au mariage de leur ennemi. Il affirma que la princesse avait perdu la raison, citant comme preuve qu'elle avait accepté la proposition d'un sauvage. Lyanna répliqua que refuser aurait constitué la vraie folie. Elle indiqua que la mauvaise nouvelle avait été communiquée et se tourna pour partir. Lyndon leur souhaita un bon moment pour préparer les funérailles, puis demanda si la princesse ne pensait pas qu'elle devrait venger son fiancé mort, lui trancher la tête, plutôt que de l'épouser. Il s'interrogea sur sa capacité à saisir la véritable nature de la situation. Son Altesse reprocha vertement au chancelier de surveiller son langage. Il ajouta que les soldats de Noc donnaient leur vie tandis que les mercenaires de Tvacan se cachaient dans l'ombre.
Il demanda à la princesse de cesser de prétendre qu'elle s'était jetée aux pieds des sauvages uniquement pour Noc. Lindon devina que la princesse n'avait jamais aimé son neveu initialement. Elle avait seulement cherché à s'amuser. Lorsqu'il la traita de personne sans importance au corps bon marché, ses émotions explosèrent. Elle attrapa un vase et le fracassa sur le sol de toutes ses forces. Lindon estima qu'elle avait une attitude exécrable. Elle lui ordonna de dire à son neveu que, s'il souhaitait encore protéger Noc, il ferait mieux d'oublier la vengeance et de simplement partir. Lindon constata que la princesse avait changé ces dernières années, gagnant en audace tout en restant fondamentalement insignifiante. Il insista sur le fait que la princesse pouvait s'exprimer autant qu'elle le désirait, mais que cela ne lui conférait aucun pouvoir d'action réel. Lyanna murmura qu'elle avait été trop clémente. En lançant ce vase, elle aurait dû viser la tête de Lindon plutôt que le sol. L'homme lui recommanda de réserver cette attitude pour les sauvages, pas dans sa maison. Il suggéra qu'elle avait ainsi montré de quoi elle était capable lorsqu'on s'en prenait à elle. Son Altesse lui ordonna de se taire immédiatement, et c'est à ce moment que Sir Felté entra. Il demanda à son oncle de cesser les insultes, ce qui mit Lindon en colère. Il s'étonna que son neveu intervienne alors qu'on lui avait ordonné de rester en dehors de cela. Felté expliqua qu'il ne pouvait rester impassible, en tant qu'héritier des Kleinfelté, face à de tels abus. Lindon lui intima de se calmer, leur rappelant que l'héritière d'Arsac les avait déjà trahis. Felté supplia alors son oncle de sortir afin qu'il puisse avoir un moment seul avec Lyanna. Lindon acquiesça, secouant la tête en qualifiant la princesse d'imbécile et en ajoutant qu'elle n'en valait pas la peine. Dès que la porte se referma, Luffy se rua sur Lyanna, l'enlaçant dans une étreinte serrée. Il murmurait son nom à plusieurs reprises, la suppliant de tenir encore un peu plus longtemps. Le cœur de Lyanna se serra en entendant sa voix tremblante. Elle comprit qu'il avait encore besoin de temps pour accepter la réalité. Luffy divagua, admettant qu'il avait échoué avec elle, qu'il n'avait pas tenu sa parole. Le royaume de Sharka ne s'était pas présenté, et elle lui ordonna de déguerpir. Luffy ne comprenait pas pourquoi elle lui demandait de fuir. Elle lui expliqua qu'il devait partir avant que le seigneur Tvacan ne découvre qu'il se cachait dans la maison des Kleinfelté. Luffy vérifia si elle sous-entendait qu'il devait fuir seul. Elle affirma que c'était le seul moyen de tous les sauver. Il lui demanda quel était son plan. Elle répondit que Noc signifiait tout pour elle, raison pour laquelle elle épousait le seigneur Tvacan. Soudain, Luffy explosa, lui signifiant qu'elle ne pouvait pas protéger Noc en le quittant. Elle répliqua que c'était la meilleure solution, leur famille ne pouvant rivaliser avec Tvacan. Il agrippa la princesse, hurlant qu'elle avait été stupide de tout donner aux sauvages en s'y jetant elle-même. Lyanna le supplia d'arrêter. La situation était douloureuse, mais il n'en tenait pas compte. Il déclara avoir appris des informations compromettantes sur le seigneur Tvacan lors de son séjour dans le royaume Sharka. On disait qu'il était venu pour se venger, ses parents ayant été tués à Noc. Lyanna se libéra de son étreinte, utilisant son agilité et son esprit vif, et qualifia ses affirmations d'absurdité. Elle expliqua que s'il avait voulu conquérir Noc, il aurait engagé une guerre plutôt que de proposer un mariage. De plus, il aurait pu prendre le château du royaume d'Arsac en quelques jours, pas seulement l'assiéger pendant un mois. Luffy demanda si elle pensait réellement qu'un barbare assoiffé de sang agirait de manière rationnelle. Elle rétorqua que tout Noc était déjà sous son contrôle. S'il l'avait voulu, il l'aurait détruit immédiatement. Elle mentionna les rumeurs prétendant que Tvacan était homosexuel, et Luffy demanda comment la princesse savait que ces ragots étaient faux. Il devina qu'elle avait déjà invité le seigneur dans son lit, mais elle rétorqua sèchement que cela ne le regardait pas. Elle affirma qu'elle ne raconterait rien de ses affaires avec son fiancé. Luffy hurla, incapable qu'elle appelle un barbare son fiancé en sa présence. Alors que Lyanna se dirigeait vers la porte, il s'enflamma, lui avouant qu'il ne pouvait accepter qu'elle épouse quelqu'un d'autre, et la supplia d'arrêter. Lyanna rétorqua en lui demandant ce qu'il comptait faire si elle n'obtempérait pas, ajoutant avec sarcasme qu'il pouvait de nouveau tirer sur elle. Elle l'avertit que si Luffy était impliqué dans la tentative d'assassinat du seigneur, tout le clan Felté disparaîtrait. Noc exploserait dans une tempête sanglante, et elle enjoignit à son ex-fiancé de fuir. La princesse déclara que c'était la seule façon de sauver Noc, sans dire au revoir. Luffy fit claquer la porte. La princesse lui demanda ce qu'il croyait accomplir. Il exigea une réponse, lui demandant si elle aimait le seigneur Tvacan. Luffy affirma qu'il était évident que Noc n'était qu'une excuse.
Il devina que Liana se mariait par sentiment profond pour le Seigneur et par désir de vengeance envers son ex. La jeune femme ricana, traitant cela de supposition insensée, et Luffy se mit sérieusement en colère, exigeant des réponses. Liana le repoussa, exprimant qu'elle n'avait pas anticipé que les choses iraient si loin. Elle admit que rompre avec Luffy et épouser le Seigneur Tvacan constituaient deux épreuves très difficiles. Elle lui rappela que Noc comptait plus pour elle que tout, et qu'il devait donc s'effacer et la laisser partir. Luffy hurla son nom, la suppliant d'être honnête, demandant à travers ses larmes si la princesse le haïssait vraiment. Liana continua à marcher dans le couloir du château, sans se retourner. En traversant le domaine Felté, elle repensa à la question de son ex et tenta de définir ses véritables sentiments envers le Seigneur. D'un côté, elle ne détestait pas son futur mari. Elle avait même promis de nourrir un désir ardent pour lui. Cependant, la proposition de mariage était arrivée dans un contexte sanglant, un arrangement où aucun sentiment ne semblait pouvoir s'épanouir. Alors qu'elle approchait des gardes, elle choisit d'abandonner toute velléité affective envers le Seigneur Tvacan. Elle demanda où se trouvait Rose, mais les gardes répondirent qu'ils n'en avaient aucune idée. La princesse ressentit une vive inquiétude. Cela lui paraissait impossible, elle lui avait dit au revoir à cet endroit précis et lui avait demandé d'attendre. Elle appela le nom de Rose à plusieurs reprises, sans obtenir de réponse. Puis, elle prit conscience de sa solitude au sein de ce château, sans personne à ses côtés. La princesse annonça son intention de partir et ordonna aux gardes d'ouvrir les portes. Ceux-ci bloquèrent son passage, croisant leur hallebarde et expliquant qu'ils avaient reçu l'ordre de garder ses portes. Elle demanda si cela signifiait qu'ils refusaient de la laisser sortir. Ils affirmèrent simplement accomplir leur devoir. Liana s'emporta, jugeant que ces gardes ignoraient visiblement à qui ils avaient affaire. Elle leur intima sèchement de dégager le passage, affirmant qu'elle s'occuperait elle-même des portes. C'est alors que Lyndon Felté s'avança en ricanant. Il questionna le vacarme que la princesse provoquait dans la maison d'autrui. Il souligna combien la pauvre malheureuse fille était désormais seule. Liana demanda ce qu'il se passait réellement. Le grand chancelier Lyndon murmura qu'il avait ruminé les événements récents sans parvenir à les accepter. Liana insista pour connaître la raison de son trouble. Le chancelier exprima son incompréhension face au choix de la princesse d'accorder le pouvoir aux barbares plutôt qu'à sa propre famille. Soudain, la princesse aperçut le grand chancelier Milro et s'enquit de sa présence hors du temple. Elle devina que le prêtre était venu dire une prière pour l'âme du soldat tombé. Sir Lyndon ricana, précisant qu'il l'avait invité pour la cérémonie de mariage. La princesse demanda qui se mariait. Le grand chancelier répondit que la réponse devait être évidente. L'homme déclara que ce jour même, l'héritière Arsag jurait amour et loyauté en tant qu'épouse de l'héritier Felté. Liana réalisa qu'elle avait commis une erreur en venant en secret sans soutien. Elle admit intérieurement que le grand chancelier avait toujours manigancé, mais qu'il s'était cette fois surpassé. Elle s'enquit de l'accord de Luffy. Son oncle rit, demandant si la princesse pensait qu'il avait oublié qu'il était censé être mort. L'homme annonça solennellement que la princesse devait épouser Lopez, le cousin de Luffy. Il ajouta qu'elle ne le connaissait probablement pas, étant un enfant illégitime. Lyndon expliqua qu'il n'avait pas eu d'autre choix que de le faire venir, le fils aîné de Felté étant mort. Il assura la princesse qu'elle n'avait rien à craindre, Lopez ressemblant trait pour trait à son défunt cousin. La princesse appela Luffy, déclarant que si ses sentiments étaient réels, il n'aiderait pas à détruire Noc. Il répondit ne pas comprendre de quoi elle parlait et lui demanda d'arrêter de l'appeler par le nom d'un étranger. La princesse tenta de l'appeler en utilisant son ancien nom, mais il ne répondit pas. Il jura de vivre sa vie avec gratitude d'avoir obtenu une si belle princesse pour femme. Lopez exprima son espoir que son Altesse l'accepterait comme mari, mais elle hurla que tout était déjà fini entre eux. Il affirma que tout pouvait être facilement arrangé, se pencha près de son visage et chuchota qu'elle serait enfin sa femme. Liana repoussa l'insistant seigneur Felté et déclara qu'elle ne l'épouserait jamais. Le nouveau marié agrippa à nouveau la princesse, lui plaqua une main sur la bouche et lui ordonna de se taire. Sir Lyndon Felté soupira d'agacement et invita son Excellence à commencer les préparatifs de la cérémonie. Lopez annonça qu'il réciterait les vœux de la princesse et demanda au prêtre de commencer immédiatement. Son Excellence Milro déclara que ce couple amoureux souhaitait sceller son union devant l'autel. Liana se débattit farouchement, se libérant de l'étreinte serrée de son marié, allant jusqu'à mordre sa paume jusqu'au sang. Mais il ne lâcha pas prise.
Alors que le prêtre proclamait que les familles Arsac et Felté étaient désormais sous protection divine, un grand fracas retentit derrière les portes. Leurs excellences hésitèrent, s'interrogeant sur la nature du problème, mais Lyndon ordonna de poursuivre sans délai. Le prêtre entama les vœux entre les deux amoureux, mais le fracas persista et s'amplifia. Le grand chancelier ordonna à ses soldats d'aller vérifier l'origine de ce bruit. Une demande d'ouvrir la porte retentit. Puis, une seconde plus tard, l'alarme d'une immense hache de guerre apparut. Les yeux de la princesse s'écarquillèrent alors qu'elle reconnaissait la voix derrière la porte close. Elle savait que seul son futur mari possédait une voix si grave et puissante. Fermo constata que le seigneur Felté n'ouvrait manifestement pas la porte et suggéra de simplement la défoncer. Le seigneur Tvacan approuva son assistant et ordonna sa destruction. La princesse sentit la présence de son futur mari à proximité et continua à appeler son nom sans relâche.